et le cautionnement improbable de l'extrême droite. Bien, merci. J'espère que pour les personnes qui ne sont pas suisses, les événements dont je vais parler font sens quand même, donc au cas où, n'hésitez pas à me demander des précisions si ce n'est pas clair. Bien. Alors, finalement, mon papier il vise un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il me semble que dans le cadre de l'étude de l'extrême droite, peu de réflexion est consacrée aux conditions de possibilité idéologique de sa progression. Alors peut-être pour éviter tous les malentendus, il faut déjà juste que je rappelle que par simplification, je vais parler d'extrême droite ici, pour éviter un débat terminologique qui existe en sciences politiques, mais aussi dans le champ social, sur la qualification des courants politiques qu'on peut situer à la droite de la droite. Quand je parle d'extrême droite ici, ça inclut ce que certains appellent de la droite populiste, du national-populisme ou des choses comme ça. Donc pour la Suisse, ça inclut également le parti UDC, même si ce n'est pas la terminologie que d'habitude j'emploie pour qualifier ce parti. Le parti UDC, c'est l'Union démocratique du centre, qui est un parti de la droite, classé en général comme populiste. Bien. Mais je ne veux pas faire le débat sur cette qualification, donc j'utiliserai pendant toute mon intervention ce terme d'extrême droite, ce qui est effectivement problématique. On peut éventuellement en discuter plus tard. Donc, peu de travaux sur les conditions de possibilité idéologique de la progression de l'extrême droite. J'appelle conditions de possibilité idéologique ce qui, dans la société, rend progressivement dissible, énonçable et aussi audible et recevable les thématiques de l'extrême droite, ou en tout cas certaines d'entre elles. Et pour ce qui va me préoccuper aujourd'hui, principalement la thématique que j'ai appelée hétérophobe, xénophobe, raciste, et, pour englober, disons, une vision large de ce que peuvent être la stigmatisation des autres, qui englobe à la fois des racismes biologiques, mais des racismes culturels aussi. Je vais aussi, pour simplifier, ne pas réutiliser cette formule pendant toute mon intervention, hétérophobie, xénophobie, racisme, mais je parlerai de racisme pour simplifier. Alors mon argument est de souligner le rôle d'agents extérieurs aux organisations d'extrême droite, dont les pratiques discursives engendrent des formes d'acceptabilité et de cautionnement de ces thématiques sur un mode le plus souvent implicite, c'est pour ça que j'ai parlé de improbable dans mon titre, implicite ou voire parfois même dénié. Mon argument vise à penser donc des mécanismes discursifs qui sont repérables chez des professionnels de la parole publique. Je reprends ce terme à Gérard Noiriel dans un de ses beaux bouquins récents, les professionnels de la parole publique étant les gens qui, dans la division sociale du travail, sont appelés à produire des biens symboliques, et notamment du discours, et des sentences sur la société d'une manière ou d'une autre. Alors j'inclus là-dedans à la fois certains types de journalistes, des intellectuels, des hommes politiques, etc. Et donc, je vais essayer de voir en quoi, finalement, on retrouve des mécanismes discursifs chez ces professionnels de la parole publique, ou chez certains de ces professionnels de la parole publique, qui opèrent souvent à leur corps défendant une sorte de banalisation et de cautionnement d'un topic central de l'extrême droite, qui est le topic du racisme. Alors, ce raisonnement part finalement de trois insatisfactions quand on lit un certain nombre de choses sur l'extrême droite, que ce soit dans le champ scientifique, mais aussi évidemment dans le débat public. La première insatisfaction réside dans le fait qu'on attribue de manière principale, sinon exclusive, à l'extrême droite la responsabilité politique de la progression des thématiques racistes. Cela a évidemment pour effet d'occulter le rôle dans cette progression d'autres énonciateurs issus du champ politique, du champ médiatique et du champ intellectuel, qui ont précisément un statut de professionnels de la parole publique. Et pourtant, de mon point de vue, comme politologue, si vous voulez, tout porte à contextualiser et à penser de manière relationnelle les prises de position de l'extrême droite dans le champ politique, dans le champ médiatique, et de ne pas isoler ces prises de position de celles d'autres agents, qu'ils soient politiques, intellectuels ou autres. Et donc, de manière contre-intuitive, il s'agit d'aller regarder du côté
de différents énonciateurs pour voir en quoi ces agents peuvent participer d'une manière ou d'une autre au discours en question, à sa circulation, à sa banalisation et finalement à son cautionnement. Alors là, par exemple, je prends ce que j'ai appelé un discours originel, c'est-à-dire produit par l'UDC sur un sujet qui n'a rien à voir avec les musulmans, qui était la question de faut-il étendre ou pas la naturalisation à l'immigration de deuxième génération et troisième génération. Donc là, vous avez clairement un discours qui pour le coup, et d'ailleurs a été attaqué comme un discours xénophobe ou moins ou raciste, pour peu qu'on entende le racisme dans un sens large. Ça, c'est, disons, un discours d'origine à l'extrême droite dans mes catégories d'aujourd'hui, enfin, peut-être que je les pose ici dans cette intervention. Là, vous avez déjà un hebdomadaire qui n'est pas propriété de l'UDC, mais qui déploie la terminologie, enfin, les idées de l'UDC, c'est pour ça que j'ai parlé d'hebdomadaire relais, c'est un grand hebdomadaire zurichois. Alors, Muss der Islam verboten werden, doit-on interdire l'islam? Bien, donc c'est un hebdomadaire qui tire à des, je ne sais pas combien, mais et si on continue, là on tombe sur un hebdomadaire qui est pour les Français l'équivalent en gros d'un mélange entre l'Express et le Nouvel Observateur. Musulmans de Suisse vont-ils faire la loi? Ceci 3 ans avant l'initiative anti-minaret. En sachant que quand l'initiative anti-minaret a été acceptée, ce même hebdomadaire a fait des éditoriaux parfaitement scandalisés sur le résultat et la votation du peuple suisse. Donc tout ça pour dire qu'en regardant ces différents niveaux finalement d'énonciateurs, enfin ces différents types d'énonciateurs, on voit qu'il peut y avoir des circulations de préoccupations communes. Alors la seconde insatisfaction découle, donc qui me pousse à raisonner dans ces termes-là, découle du peu d'intérêt porté à l'implicite quand on réfléchit au racisme. Pourtant, l'analyse critique du discours, je pense notamment au courant anglo-saxon Critical Discourse Analyses, ont bien montré que sur des thématiques socialement illégitimes comme le racisme, l'énonciation ne saurait la plupart du temps se faire dans la transparence du dire en raison de l'existence même de mécanismes sociaux et aussi juridiques réfrénant son affirmation trop manifeste. Bien. D'où l'utilisation dans certains discours d'implicite, qu'ils soient assumés ou pas. Et donc, l'attention portée aux non-dits, aux implicites, permet de déconstruire certains énoncés de professionnels de la parole publique qui sembleraient échapper, voire s'opposer au discours raciste, alors qu'ils peuvent reposer, au moins partiellement, sur des fondements communs. Les travaux de Van Dyck, qui est un des grands représentants de la Critical Discourse Analyses, a du reste montré que le racisme repérable chez les élites, lui il ne parle pas de professionnels de la parole publique, mais il parle d'élites, donc que le racisme qu'on peut repérer chez les élites se décline la plupart du temps de manière indirecte, implicite, de manière subtile, quand bien même ces mêmes agents condamnent explicitement le racisme le plus voyant, défini de manière restrictive et classique, du genre hiérarchie des races, etc. Le troisième malaise qui oriente mon raisonnement, c'est que l'explication en dernière instance, en dernière analyse, de la progression des forces politiques d'extrême droite et de leur thématique est donnée par l'existence, la supposée existence d'une demande du bas de la société, du peuple, posée comme demande autonome. L'idée, ce serait qu'il y a dans la société des demandes de racisme, en gros, dans certaines catégories de la société, et finalement que les entrepreneurs politiques d'extrême droite ne feraient qu'instrumentaliser cette demande dans un contexte particulier, donc économique, incertain, un contexte de crise identitaire, etc. C'est une interprétation qui est très présente, que ce soit dans le débat public, mais aussi dans le champ scientifique, en tout cas chez certains de mes collègues en sciences politiques. C'est une interprétation qui pose problème, parce que, premier argument pour faire court, d'une part, elle engage, sans le dire, une certaine représentation du peuple, le peuple étant souvent, dans certaines situations, confondu avec les catégories populaires, et on va dire en gros que c'est la demande des catégories populaires qui explique la progression de Marine Le Pen, qui sait écouter le peuple, enfin ce genre de choses, ce genre de raisonnement. Et donc que derrière tout ça, il y a quand même une stigmatisation du populaire, pour ceux que ça intéresse. Je renvoie aux travaux d'Annie Kolovald, qui a écrit des choses là-dessus, tout à fait, me semble-t-il, intéressantes. L'autre problème de ce raisonnement en termes d'une demande qui préexisterait au discours d'extrême droite et à l'instrumentalisation de l'extrême droite,
c'est qu'elle néglige évidemment l'offre politique, certes de l'extrême droite, mais aussi, comme je l'ai dit, imbriquée d'une certaine manière avec certains types de discours des professionnels de la parole publique, et que cette offre politique et cette imbrication contribuent aussi à produire la demande. L'idée, c'est que les entrepreneurs politiques d'extrême droite, en articulation avec d'autres agents du champ politique, en articulation aussi avec des mécanismes médiatiques et des mécanismes sondagiers, interviennent non pas simplement pour prendre acte de cette demande et y répondre, mais d'abord pour la produire, c'est-à-dire de la mettre en forme discursivement et politiquement. Et ça me semble quand même quelque chose d'important. Cette construction est régulièrement oubliée quand il s'agit d'analyser les conditions de production idéologique du racisme. Et on sait bien que par le passé, n'importe quel historien va pouvoir vous démontrer facilement que dans le passé, les crispations vers l'altérité, le développement du racisme, de l'antisémitisme, etc., ont toujours été associés à des mises en forme vulgarisées ou sophistiquées, opérées par des agents autorisés à parler dans l'espace public, c'est-à-dire des professionnels de la parole publique, que ce soit des politiques, des intellectuels, des éditorialistes, etc. etc. Alors il n'y a pas de raison de penser que dans la situation actuelle en Europe, cette situation ait changé et que tout d'un coup, le seul lieu de production finalement de ces thématiques serait l'extrême droite organisée dans la société. Alors postuler une participation de professionnels, pas de tous les professionnels évidemment, de la parole publique à la progression du racisme nécessite toutefois de prendre quelques précautions et notamment de clarifier divers degrés d'implication dans cette affaire. Il me semble qu'on peut distinguer d'une part des appuis assumés envers l'extrême droite ou à certaines de ces thématiques, et ces appuis je les appellerais des soutiens, et d'autre part identifier des logiques implicites de cautionnement, involontaires, non perçues et déniées, dont les raisons ne sont pas le partage, même partiel, de convictions d'extrême droite, que je qualifierais donc de cautionnement implicite. Ces derniers, donc ces cautionnements implicites, peuvent prendre des formes diverses, allant de la distribution généreuse, supposée neutre, de la parole d'extrême droite dans l'espace public, notamment dans les médias, sous couvert de procéder à des débats démocratiques, en passant par des postures indulgentes ou complaisantes envers les cadrages proposés par l'extrême droite dans la société, des façons de poser des problèmes si on veut, au simple partage doxique finalement de présupposés communs. Et parmi ces présupposés, je pense notamment à l'idée que l'immigration pose problème à nos sociétés, présupposé doxique repérable par l'usage totalement routinier et incontrôlé du terme problème de l'immigration. Alors, vu le temps qui m'est imparti, donc une fois que j'ai donné ces quelques éléments théoriques, c'est un bien grand mot, généraux, je voulais juste illustrer ça par un exemple de circulation justement entre différents espaces, différents lieux de l'espace social. Parmi d'autres exemples qui auraient pu être sélectionnés, je travaille un peu sur ces questions ces temps, mais là je n'ai pas beaucoup de temps, donc je veux essayer de réfléchir sur le rôle de ce qu'on pourrait appeler la rhétorique anti-politiquement correcte dans la banalisation du racisme et la circulation de cette rhétorique bien au-delà des cercles d'extrême droite au point de devenir un impensé par moment. Alors, la rhétorique anti-politiquement correcte, bon là je fais une espèce de déconstruction un peu idéaltypique des arguments principaux de ce type de raisonnement. Ça part de la proclamation de l'existence d'un interdit discursif. Dans le lexique, parce que dans cette rhétorique, vous avez un lexique qui est associé, c'est tout à fait rigolo, le lexique, il y a des mots alternatifs à politiquement correct, bien-pensance, pensée unique, j'ai trouvé pensée obligatoire, ça j'avais... etc. Donc il y a cette idée-là d'un interdit discursif. Deuxième élément, il y a l'idée d'un décalage entre le discours politiquement correct et le réel, c'est-à-dire que la réalité viendrait démentir finalement le politiquement correct. Ce qui veut dire que la réalité est posée comme évidence, comme argument d'autorité. Vous retrouvez au niveau des expressions du lexique nier l'évidence, déni de réalité, être coupé du réel, camoufler le réel, enfin toute une série de choses comme ça.
Ensuite, vous avez bien sûr la qualification de l'interdit qu'on va déplorer, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Alors, dans une société démocratique, évidemment, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est valorisé, donc c'est une valeur partagée. Il y a l'idée que le politiquement correct, c'est antidémocratique, il aurait peur du débat, enfin, toute une série de choses de ce genre. Et ça se donne dans des termes. Alors, le tabou, c'est super présent, censure, interdit, lynchage médiatique pour ceux qui oseraient franchir la barrière, chasse aux sorcières, police langagière, pour les multiplier. Hein, bien. Après, vous avez bien sûr l'idée que la personne qui transgresse le politiquement correct est dans une attitude courageuse, parce qu'elle dévoile la réalité qu'on ne peut pas dire. Hein, donc, il y a l'idée effectivement d'être à contre-courant, d'être audacieux, d'être un esprit libre, un nouvel insoumis, on brave les foudres du politiquement correct, enfin, etc., etc. Et puis alors, in fine, puis c'est là qu'on retrouve, disons peut-être le cœur du raisonnement, enfin, je dirais d'extrême droite dans l'affaire, c'est que l'attitude anti-politiquement correcte est posée évidemment comme majoritaire dans la société. Hein. Ce serait seulement les élites bien pensantes qui imposent l'interdit, alors que la société, c'est-à-dire le peuple, les gens, hein, c'est souvent utilisé les gens, en Suisse on parle souvent les gens, voient bien que l'opinion, nos concitoyens, ou bien des formules, disons, qui montent en généralité à partir d'un point de vue situé, tout le monde voit bien que nul n'ignore pourtant que. Donc ça c'est une rhétorique, si vous voulez, qui peut se retrouver chez différents énonciateurs, qu'ils soient d'extrême droite ou pas, sans que toutes les séquences soient nécessairement présentes, ou sans que l'ensemble du vocabulaire soit mobilisé, évidemment. Et là, du reste, c'est tout à fait rigolo, un précédent historique, alors même que le mot politiquement correct n'existait pas. Je pense ici au fameux slogan du FN des 84, qui est un peu sur la même logique. Le Pen dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, hein, donc il y a cette idée que Le Pen serait majoritaire, finalement, à qui l'oserait dire. Du même ordre, vous avez ici, ça c'était l'introduction d'un bouquin de Le Pen, décortiqué à l'époque par Taguieff, avant que Taguieff déconne à mort, enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais disons, en gros, il faisait des travaux intéressants sur la rhétorique du national-populisme, où là, vous avez exactement de nouveau la même chose, sauf que le vocable politiquement correct n'est de nouveau pas présent, mais bon, Le Pen ose dire des choses, et puis les gens se rendent compte que Le Pen pense comme eux, enfin, etc. C'est un grand classique de ce type de rhétorique. Alors, ça c'est pour un exemple d'extrême droite qui précède, disons, des usages qui, à mon avis, se sont beaucoup plus stabilisés sur un lexique plus précis ces dernières années. Pour la petite histoire, on a un collègue historien en Suisse qui s'appelle Damir Skanderovic, à l'université de Fribourg, qui a sorti il y a quelques années un bouquin sur la droite radicale en Suisse de 1945 à 2000. Et dans ce bouquin, il montre aussi les influences de l'extrême droite allemande sur le débat politique, disons, de la droite radicale en Suisse. Et il montre que dans la droite extrême allemande, et notamment dans ce qu'il appelle la nouvelle droite intellectuelle, il y a un usage stratégique et pensé, calculé, dès 1990, dès les années 90, du terme de politiquement correct, pour oser, disons, critiquer de front les interdits supposés dans le débat public allemand qui portent sur je cite Skanderovic, sur les supposés tabous dans les débats sur le passé de l'Allemagne. Donc, dès les années 90, le terme politiquement correct est employé dans certains courants politiques radicaux de droite allemands pour essayer de poser différemment l'histoire de l'Allemagne. Vous voyez bien à quoi je veux faire allusion ici. Alors, pour illustrer ça sur un plan plus récent, j'espère que j'ai encore 5 minutes, ça devrait faire le tour. 5 minutes. Je vais prendre 3 exemples. Alors vous allez me dire, mais c'est trop facile de prendre 3 exemples pour illustrer tout ça, mais je vous assure qu'il y a de la récurrence, hein, je veux dire, on pourrait citer des tas d'autres. Le premier, je vais le prendre et l'identifier comme un soutien provenant du monde académique suisse. Bon, c'est pas n'importe quel monde académique, mais c'est quand même un sociologue, professeur ordinaire de l'Université de Genève, qui s'appelle Uli Windisch. Alors les Suisses sauront qui c'est, les autres peut-être pas, mais ce monsieur, disons, s'est cru autorisé à expliquer la montée en puissance de l'UDC en Suisse, qui a fait des scores électoraux en progression au moins jusqu'à 2007, de la manière suivante, où vous allez retrouver toute cette rhétorique politiquement correcte. Alors dans l'extrait en question, il n'y a pas le terme politiquement correct, mais dans d'autres citations de ce monsieur, on pouvait trouver
cette terminologie. Donc là, en fait, il s'agit ici, dans cette affirmation, de dire la réalité, les problèmes tels qu'ils sont. Alors juste pour une petite parenthèse, pour un sociologue, voir que les problèmes publics ne sont pas des construits sociaux, c'est déjà un problème, mais enfin bon, ça c'est un autre aspect. Donc il s'agit de dire la réalité telle qu'elle est, c'est un sujet tabou, hein, j'ai souligné quelques termes, bon, je pouvais dire aussi la citation. Et ici, la légitimation de l'UDC, parce que Windisch se dit formellement pas membre de l'UDC, je pense qu'il ne l'est pas, mais la légitimation finalement de l'UDC est implicite sous couvert d'analyse de sa progression, puisqu'à suivre Windisch, ce parti a pris l'initiative de précisément dire le réel, alors que les autres ne voulaient pas dire le réel, les autres partis, etc., ce qui expliquerait à la fois son courage, mais le terme courage n'apparaît pas, mais l'idée que quand on dit les choses telles qu'elles sont, hein, les problèmes tels qu'ils sont, on est traité de tous les noms, ça infère évidemment au niveau de l'implicite l'idée que l'UDC est courageuse, est dans cette posture légitime de dévoilement, etc. Ça c'est un exemple, bon, certes c'est peut-être la dérive de l'âge chez M. Windisch, je ne veux pas qu'il peut expliquer ceci, mais néanmoins il faut quand même savoir qu'en Suisse, c'est quelqu'un qui a eu toutes les tribunes médiatiques ouvertes pour raconter ça, en gros, sur de multiples formes. Bien. On a aussi l'instrumentalisation de valeurs partagées, liberté d'expression, puisque j'ai dit avant que la rhétorique antipolitiquement correcte s'appuie souvent sur cette idée de liberté d'expression et de légitimité du débat. Alors ça, c'est un cas français, bon, peut-être les Français connaîtront, mais c'était l'affaire Zemmour, hein, l'affaire Zemmour, où Éric Zemmour, qui avait été accusé, disons, devant les tribunaux pour racialisation de la question des trafiquants de drogue, je crois qu'il a été condamné, je ne sais plus les détails, mais enfin bon, il a été bien sûr défendu par une partie de la droite, enfin même pas de la droite, de l'UMP, par l'UMP, avec, disons, des arguments de cette rhétorique antipolitiquement correcte, assez classiquement. Alors là, pour le coup, j'ai pris qu'un extrait de Thierry Mariani, ancien ministre, où, en fait, là, l'argument supplémentaire qui est donné, c'est que les gens qui seraient politiquement corrects, et notamment les associations antiracistes, refusent le débat public à la loyale, hein, en traînant les gens devant les tribunaux plutôt que de débattre sur le fond. Hein, et évidemment, c'est posé comme un climat permanent de chasse aux sorcières que de se comporter de la sorte. Alors vous allez me dire c'est un petit peu simple, parce que Windisch c'est vraiment un sociologue très marqué à droite, Mariani est très marqué à droite. Là, cette rhétorique, elle circule encore au-delà. Alors pour le coup, le dernier exemple que je vais vous citer, il est extrait du champ médiatique suisse, de la télévision suisse romande. Donc, si on analyse ce type de discours comme des façons, finalement, en tout cas ce type de discours dans ses déclinaisons radicales, comme des façons de déplacer la frontière du dissible, de rendre possible des énonciations réactionnaires, racistes, mais aussi sexistes, hein, si on étend le raisonnement. Et donc, on peut voir que chez des énonciateurs plus modérés, ça va un peu dans ce sens-là, sans nécessairement que l'objectif soit visé comme tel. Hein. Je veux dire, un énonciateur d'extrême droite, il vise effectivement à déplacer le champ du dissible, à pouvoir énoncer plus facilement des énoncés racistes. Ce n'est pas forcément le cas des médias, mais néanmoins la question qui peut se poser, c'est la question de la reprise de certains de ces arguments, de cette rhétorique antipolitiquement correcte, d'une partie de son champ lexical, par des énonciateurs moins marqués idéologiquement. Pour le cas des journalistes, on ne va même pas se prononcer s'ils sont marqués idéologiquement, je laisse le débat à un autre moment, mais ça interpelle en tout cas sur les mécanismes de circulation. Alors en l'occurrence, là, pour moi, ce n'est pas un soutien, hein, c'est plutôt un cadrage, un cautionnement implicite d'un raisonnement, disons, qui va banaliser ou rendre acceptable certains types de questionnements racistes. C'est l'émission Infrarouge. Pour ceux qui ne sont pas suisses, Infrarouge, c'est un gros talk show politique très suivi à la télévision suisse romande. Le 17 octobre 2006, alors que Blocher, qui est le leader historique de l'UDC et conseiller fédéral, ce monsieur Blocher, comme conseiller fédéral, c'est-à-dire membre du gouvernement fédéral, a été se promener en Turquie au nom du gouvernement suisse, et en Turquie a dénoncé et critiqué la norme pénale antiraciste qui figure dans le code pénal suisse. La télévision Infrarouge, 3 jours après ou 5 jours après, ouvre le débat sur un thème qui est forcément le thème à débattre,
qui est abolir la norme anti-racisme, point d'interrogation. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'analyse de discours un cadrage par questionnement, c'est-à-dire que vous importez finalement, vous cadrez une question comme méritant un débat, mais plutôt que comme un politicien frêle, le politicien ne questionne pas par questionnement, ne cadre pas par questionnement, mais cadre dans l'affirmative, ou alors il fait des questions rhétoriques, mais ça c'est un autre débat. Là, la télévision, évidemment, c'est des journalistes, hein, ils font un cadrage par questionnement en disant c'est un débat qui mérite d'être posé. Alors, ce texte-là, c'est la présentation que j'ai encore trouvée, si vous voulez vérifier, la source est ici, sur Internet, parce que la télévision suisse romande met en ligne toutes les émissions, enfin il y a un très bon serveur, etc. La présentation qui cadre l'émission, j'ai coupé un tout petit bout avant qui parlait de la question de la Turquie, mais bon, c'était égal. Parce que vous voyez bien avec la question de la Turquie, c'était la question du génocide arménien qui se posait. Et là, on voit, notamment dans le deuxième paragraphe, que toute la rhétorique politiquement correcte est reprise sous une forme interrogative, c'est-à-dire cadrage par questionnement. Y a-t-il aujourd'hui une police du langage qui étouffe les débats sous les bonnes intentions du politiquement correct? L'antiracisme a-t-il conduit à l'adoption de lois liberticides? La lutte contre le populisme étouffe-t-elle les débats nécessaires pour en débattre? Puis après, bon voilà, bien sûr, on est à la télé, hein, c'est censé être pluraliste, donc on a mis des gens qui sont censés équilibrer. Si vous avez l'occasion de regarder cette émission, vous verrez que ce n'est pas du tout équilibré, mais ça c'est une autre affaire. Alors, qu'est-ce que simplement j'essaie de dire par là? C'est qu'effectivement, là, il y a un retranchement énonciatif de la part de journalistes derrière une position précisément qui est la leur professionnellement, c'est-à-dire de donner la parole contradictoire à ce qui est supposé circuler dans la société. Mais pour le coup, on consacre une question qui n'est pas n'importe quelle question, puisque on peut se demander, malgré les mises à distance, il y a quand même des guillemets, hein, voyez, police du langage, c'est un guillemet, politiquement correct, c'est un guillemet, bon, bien. Mais par contre, débat nécessaire, c'est pas un guillemet. Est-ce que c'est un débat nécessaire en 2006 en Suisse de se demander s'il faut abolir la norme pénale antiraciste, sachant que, pour ceux qui ne sont pas suisses, qu'évidemment cette norme, elle est extrêmement limitative, c'est-à-dire que Blocher, enfin l'UDC a quasiment jamais été condamné, même pour ses affiches sur les minarets ou sur les boutons noirs, pour ceux qui les connaissent. Donc est-ce que c'est vraiment un débat nécessaire? Enfin, toujours est-il que, sur le mode du cadrage par questionnement, et je vais m'arrêter là, on introduit finalement et on banalise et finalement on cautionne implicitement un type de questionnement qui n'est pas le questionnement de n'importe qui, parce qu'en Suisse, les opposants à la norme pénale antiraciste, historiquement, quand il y a eu la votation, c'était bien sûr l'extrême droite, l'UDC, je crois, peut-être Deliveau qui connaît bien ces choses pourrait me corriger si je dis une bêtise, mais en tout cas, en gros, toute la droite politique classique, la gauche, les associations, etc., étaient bien sûr pour cette norme et sont toujours pour cette norme. Et là, il faut évidemment consacrer d'emblée cette question comme une question pertinente, dans un contexte où l'UDC était très très puissante en Suisse, maintenant elle est peut-être un tout petit peu moins. Et donc la question que je poserai, c'est de qui le cadrage est-il repris? Pourquoi ce cadrage-là est repris et consacré comme cadrage potentiel? Et pour conclure, je vous laisserai méditer sur les cadrages auxquels vous avez échappé, comme disait Charlie Hebdo un temps quand il parlait des couvertures auxquelles vous avez échappé. Alors voilà, merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, dans les temps. Donc, dans merci les temps. bien Philippe. Je vais passer la parole maintenant à Dimosthenis Papadatos, qui est sociologue